Bonjour, la région axillaire. La région de l'aisselle comprend tous les tissus mous qui sont compris entre la paroi costale en dedans, l'humérus en dehors et l'omoplate en arrière. Sa forme est celle d'une pyramide quadrangulaire tronquée. On lui distingue donc 4 parois, une base, un sommet et une cavité qui est comprise entre les 4 parois de cette pyramide. Ces parois, qu'on distingue en parois antérieures, postérieures, internes et externes, sont constituées de la façon suivante. La paroi antérieure est constituée en premier lieu sous la peau et les tissus sous-cutanés, bien sûr, qui ne présentent rien de particulier à décrire, par le muscle grand pectoral. Le muscle grand pectoral est ce muscle qui s'insère sur la clavicule, sur le sternum et en bas sur l'aponévrose du grand droit et du grand oblique, et dont les fibres se dirigent vers l'humérus, vers l'extrémité externe, la lèvre externe de la gouttière bicipitale de l'humérus. Sous ce muscle grand pectoral se trouve le muscle sous-clavier qui est parallèle à la clavicule et le muscle petit pectoral. Ce muscle sous-clavier parallèle à la clavicule et le muscle petit pectoral est tendu entre l'apophyse coracoïde et les 3e, 4e et 5e côtes. Ces deux muscles, sous-clavier et petit pectoral, sont entourés par une aponévrose qui se dédouble pour les entourer, qui se réaccole, puis qui se redédouble pour le petit pectoral, puis qui se prolonge. Cette aponévrose clavipectoro-axillaire se prolonge par ce qu'on appelle le ligament suspenseur de l'aisselle, qui s'insère à la face profonde de la peau et qui est responsable de cet aspect de creux de l'aisselle. Quand vous touchez votre aisselle, elle est creuse à cause de ce ligament qui la tire vers le haut. Ce ligament, le voici une fois retiré la peau. La paroi postérieure sur cette coupe antéro-postérieure est constituée d'abord par l'énorme muscle sous-scapulaire qui remplit toute la face antérieure de l'omoplate. Sous le sous-scapulaire se trouve en arrière le muscle petit rond, puis le muscle grand rond en dessous, teres minor, teres major, et en dessous le muscle grand dorsal. Donc paroi postérieure, muscle sous-scapulaire, petit rond, et grand dorsal. Le bord supérieur des muscles grand rond et grand dorsal est séparé du bord inférieur des muscles sous-scapulaire et petit rond par un espace triangulaire à base externe qu'on appelle l'espace homo-huméral entre l'omoplate et l'humérus. Et ce triangle est divisé en deux par la saillie du long triceps. Et ces deux espaces sont en dehors le quadrilatère huméro-tricipital, donc entre l'humérus et le tendon du long triceps. Dans ce quadrilatère s'engagent les vaisseaux circonflexes postérieurs et le nerf axillaire, ex-nerf circonflexe, nerf axillaire maintenant. Et le triangle homo-tricipital entre l'omoplate et le long triceps, dans lequel s'engagent les vaisseaux circonflexes axillaires, branches des vaisseaux sous-scapulaires. Ces espaces se retrouvent en arrière, le quadrilatère huméro-tricipital et le triangle homotricipital, de part et d'autre de la saillie du tendon du long triceps. Chez les sujets qui ne sont pas trop corpulents, ça peut facilement se palper entre deux doigts. La paroi interne de la cavité du creux axillaire est constituée d'une part par le plan des côtes et des muscles intercostaux et d'autre part les recouvrant par le muscle grand dentelé, serratus. Ce muscle grand dentelé est tendu, comme vous le savez, entre le bord spinal de l'omoplate et les 10 premières côtes. C'est lui qui, en contournant le thorax, maintient l'omoplate sur le thorax, plutôt que lorsqu'il est paralysé, plutôt, ce muscle, lorsque vous poussez en avant, votre omoplate en arrière se décolle du plan thoracique. Il ne reste plus qu'à parler de la paroi externe de ce creux axillaire, de cette cavité axillaire, et cette paroi externe est constituée par les muscles biceps, long et court biceps, et par le coraco-brachial. La base de la cavité axillaire est constituée d'une part par la peau, et cette peau
présente une particularité, c'est qu'elle a des poils. Et ces poils, ils ont une particularité, c'est qu'ils poussent à la puberté. Et à ces poils sont annexées des glandes sudoripares apocrines dont l'infection cause, vous le savez, la maladie de Verneuil ou hydrosadénite suppurée. Donc il y a une particularité à cette peau de l'aisselle comme à la peau de la région périnéale, c'est que contenant des glandes sudoripares apocrines, elle est susceptible de présenter cette hydrosadénite suppurée. Sous la peau, eh bien, il y a une aponévrose superficielle qui est tendue entre le grand pectoral et le grand dorsal et une aponévrose profonde. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a deux aponévroses et lorsque vous voulez pénétrer dans un creux axillaire en venant de la peau de l'aisselle, eh bien, il va falloir que vous traversiez deux aponévroses successives. Attention, c'est un piège de débutant lorsqu'on ignore cette particularité. Et l'aponévrose profonde est une vraie aponévrose résistante qui laisse toutefois passer le pédicule vasculonerveux axillaire au niveau de ce qu'on appelle l'arc axillaire en dehors du creux axillaire, bien sûr. Le sommet de la pyramide tronquée, eh bien, c'est pas difficile. En avant, il est constitué par la clavicule et le muscle sous-clavier. En arrière, il est constitué par le bord supérieur de l'omoplate et l'apophyse coracoïde. Et en dedans, constitué par la première côte et la digitation du muscle grand dentelé qui s'y insère. Donc, la description des parois de la base et du sommet du creux axillaire sont très simples. La cavité, que contient la cavité axillaire? La cavité axillaire contient une artère, une veine, des nerfs et des ganglions lymphatiques. L'artère, c'est l'artère axillaire qui se poursuivra au bras par l'artère humérale. Cette artère axillaire présente des branches collatérales qu'il faut connaître par cœur. La première branche collatérale est la thoracique supérieure. L'artère thoracique supérieure, qui est inconstante. La deuxième, c'est l'acromiothoracique, qui va donner, comme son nom l'indique, une branche acromiale vers l'acromion, et une branche thoracique qui se constituera le pédicule du grand pectoral, nous le reverrons. Puis le pédicule thoracique latéral, ex-mammaire externe, le pédicule thoracique latéral va courir le long de la paroi thoracique sur le grand dentelé. Le pédicule sous-scapulaire, que nous reverrons abondamment avec les lambeaux de serratus de grand dorsal et le lambeau parascapulaire, l'artère circonflexe antérieure et l'artère circonflexe postérieure qui s'anastomosent autour du col chirurgical de l'humérus. Donc ces six collatérales de l'artère axillaire sont à connaître vraiment par cœur. À côté de l'artère axillaire et en dedans d'elle se trouve la veine axillaire. Cette veine axillaire, elle reçoit bien sûr les veines qui sont satellites des artères qu'on vient de nommer. Elle reçoit aussi la veine céphalique dans laquelle se jette le plus souvent la veine acromiothoracique dans le sillon deltopectoral. Enfin, il n'est pas rare de trouver une deuxième veine axillaire, un canal veineux collatéral dont le calibre est variable et qui peut rendre de très grands services lorsqu'on est en train de faire de la microchirurgie et en particulier de lever un lambeau de grand dorsal. Après la veine, les nerfs du creux axillaire, c'est quelque chose qui vous fait peur puisque ça concerne le plexus brachial. On n'est plus toutefois au niveau des racines, C4, C5, C6, C7, C8. On n'est plus au niveau des troncs primaires, on est au niveau des troncs secondaires dans le creux axillaire. Et les troncs secondaires, il y en a trois, qui sont le tronc secondaire antéro-externe ou antéro-latéral, le tronc secondaire antéro-interne ou antéro-médial et le tronc secondaire postérieur. Ces trois troncs secondaires vont donner dans la cavité axillaire les 7 branches terminales du plexus brachial. Ces 7 branches sont, pour le tronc secondaire antéro-externe, le nerf musculo-cutané, le nerf médian, qui est formé par ces deux racines proviennent du tronc secondaire antéro-externe et du tronc secondaire antéro-interne. Le tronc secondaire antéromédial va donner en outre le nerf ulnaire, cubital, et les nerfs cutanés brachial et antibrachial médiaux. Enfin, le tronc secondaire postérieur va donner le nerf axillaire, ex-circonflexe, et le nerf radial. À côté de ces 7 branches terminales, eh bien, le plexus brachial va donner dans la cavité axillaire
des branches collatérales. Et ces branches collatérales, eh bien, ça n'est pas difficile, car si vous vous souvenez des parois antérieures, postérieures et internes du creux axillaire, je vous y reporte 5 minutes plus haut, eh bien, ces branches sont destinées à innerver ces muscles. Donc, ces branches collatérales concernent les pectoraux. Nous avons l'anse des pectoraux qui est richement innervée, puisque cette anse des pectoraux provient à la fois du tronc secondaire antéro-externe et du tronc secondaire antéro-interne. C'est destiné au grand et au petit pectoral. Nous avons le nerf du sous-scapulaire, pour cet énorme muscle de la paroi postérieure. Nous avons la branche du grand rond, aussi pour la paroi postérieure, et puisqu'on y est, on va terminer par le nerf du grand dorsal, qui provient lui aussi, comme les 3 précédents, du tronc secondaire postérieur. C'est pour la paroi postérieure du creux axillaire. Il y a une grande logique. Enfin, nous avons du côté interne, pour la paroi interne, le grand dentelé, le nerf du grand dentelé qui va courir le long du grand dentelé qui est suivi par l'artère thoracique latérale qui court un peu en devant de lui. Après les nerfs, les ganglions. Les ganglions lymphatiques sont divisés en 5 groupes. Il y a un groupe qu'on appelle le groupe huméral qui, comme son nom l'indique, est le long du bras des vaisseaux axillaires qui suit l'artère humérale et les vaisseaux huméraux, puis l'artère axillaire. Donc le groupe huméral en dehors. On a le groupe scapulaire qui suit les vaisseaux sous-scapulaires, donc le long du pédicule du grand dorsal. On a un groupe de ganglions. Le long de la paroi thoracique latérale, on a le groupe mammaire externe ou thoracique latéral qui est divisé en 2 sous-groupes, supérieur et inférieur, ce qui a permis à Berg de décrire ces 2 étages de curage. Ces 3 groupes ganglionnaires, huméral, scapulaire et mammaire externe, convergent vers un groupe central du creux axillaire. Donc ces ganglions se drainent dans le groupe central et ce groupe central se draine à son tour dans le groupe sous-claviculaire. Au total, ces 5 groupes ganglionnaires de l'aisselle comprennent de 12 à 20 ganglions. C'est les anatomistes du 19e siècle, à 30 ganglions, pardon. Les anatomistes du 19e siècle les ont comptés. Je ne crois pas qu'on puisse faire mieux de nos jours. Les variations anatomiques sont telles qu'on peut ne trouver que 12 ganglions, on peut en trouver jusqu'à 30. Donc ne vous laissez pas intoxiquer par vos collègues de cancérologie lorsqu'ils vous regardent d'un air sourcilieux, lorsque vous ne ramenez que 12 ganglions dans votre curage axillaire. J'ai tiré toutes ces admirables planches anatomiques du livre de Rouvière, qui est un très grand classique français, qui a presque 100 ans, mais dont le texte n'est absolument pas démodé, et que je vous recommande vivement pour accompagner toute votre vie de chirurgien et d'anatomiste. Je vous remercie.